Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session, à ce quickie. Alors, je me présente, je suis Émilie Nero, Community Manager au sein de la société Aldébaran Robotics. Je m'occupe particulièrement de la communauté des développeurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon talk ne va pas être technique, il va plutôt consister en vous expliquer comment vous, les développeurs, vous avez de l'intérêt à vous intéresser à la robotique aujourd'hui, et ce, en 5 raisons. Petit côté un peu marketing. Donc très rapidement, ce que nous faisons à Aldébaran Robotics, nous faisons des robots humanoïdes, donc 2 bras, 2 jambes, une tête. À votre gauche, vous connaissez peut-être le robot Nao. Au milieu, on a un robot plus grand qui s'appelle Roméo. Et à droite, donc le robot Pepper, qui est un petit peu différent puisqu'il est monté sur roue. Donc je disais qu'on faisait des robots humanoïdes, on fait également des robots humanoïdes autonomes. Alors autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Notre ambition, en fait, c'est de pouvoir mettre à terme ces robots dans tous les foyers, à disposition des particuliers notamment. Donc on a cette obligation d'avoir des robots qui soient autonomes pour être intéressants sur la durée. Après, on a aussi des robots qui doivent être, nous ça nous tient à cœur, émotionnels. C'est-à-dire que quand vous avez des interactions avec des robots d'Aldébaran, nous ce qu'on veut, quand l'interaction est réussie, c'est quand ça vous a suscité quelque chose, une émotion. Donc des robots humanoïdes, autonomes et émotionnels, pardon. Donc là, je vais parler un petit peu de nous, j'ai arrêté de parler de ce qu'on fait, mais je vais parler de la robotique et des robots d'une façon beaucoup plus globale maintenant. Quand on parle de robotique, et quand on dit par exemple, on dit le homme robot, à quoi on pensait encore jusqu'à il y a encore pas très longtemps, et même je pense que c'est toujours valable maintenant, on avait ça en tête. Je pense que les plus âgés, je suis dans le lot également, on connaît tous Astro Boy, Nono le petit robot, C3PO, R2D2, Rosie, qui est peut-être un petit peu moins connu. Mais voilà ce qu'on avait en tête et ce qu'on a peut-être toujours en tête à l'heure actuelle. Pour autant, en 2015, l'état de la robotique, il est le suivant. C'est qu'on a des robots qui existent réellement. De gauche à droite, vous avez Kirobot, qui est un petit robot japonais. Celui qui a la tête cylindrique, sphérique, c'est Jibo, qui va sortir dans quelques mois. Celui qui a envie de faire des tractions ou de l'exercice, je ne sais pas trop, c'est Jimmy d'Intel, c'est un robot de recherche. Le rond en noir, tout en haut, je pense que vous le connaissez tous, qui fait votre ménage. Société iRobot, voilà le Roomba, je pense que tout le monde le connaît. Et tout à droite, donc Nao d'Aldébaran. Donc là, vous allez me dire, c'est bien joli, c'est sympa les robots, ils sont mignons comme ça, c'est vrai qu'ils sont hyper mignons. Mais en quoi, vous, ça vous intéresse? Alors je dirais qu'il y a 5 raisons pour lesquelles vous pourriez vous y intéresser de près. Et la première, et parce que j'aime bien pas faire les choses comme tout le monde, je vais commencer par la 5e. Voilà. Donc, je vais commencer en parlant de technologie mature. Qu'est-ce que j'entends par technologie mature? Tout d'abord, au niveau du hardware. En robotique, on utilise déjà un hardware qui a fait ses preuves, qui est éprouvé, je pense notamment aux batteries pour l'autonomie, au CPU pour les performances ou encore aux capteurs 3D. On utilise nos propres technologies et aussi les technologies des autres. On peut également imaginer se servir de technologies issues d'autres industries, comme par exemple l'industrie automobile avec les batteries électriques. À terme, on pourrait même imaginer que la batterie soit complètement intégrée au hardware, qu'on n'ait plus de slots dédiés, voilà, donc ce qui nous ferait un gain de place et un gain de performance. Donc voilà, on a un hardware qui est là, qui existe et qui fonctionne. La deuxième chose sur ces technologies matures, c'est l'industrialisation de la production. Donc là, on a un nouveau paradigme. On est capable aujourd'hui de produire des robots en masse, comme on est capable de le faire pour des devices classiques, des smartphones, des ordinateurs, etc. On a cette capacité. Là, on dépasse vraiment la preuve de concept. Un exemple, par exemple, logique. C'est la société SoftBank, société de télécommunications japonaise pour laquelle on a créé, conçu Pepper, le robot dont je parlais tout à l'heure. Eux, leur ambition, c'était de placer Pepper dans tous leurs magasins au Japon. Des magasins, ils en ont pas mal. Donc on a cette capacité de production. À droite, on a Jibo, dont je parlais également tout à l'heure et qui va sortir dans quelques mois. Ils ont réussi une belle campagne de levée de fonds sur Indiegogo il y a quelques mois. Ils en sont déjà à 5000 précommandes, dont 30% pour les développeurs. Donc on a cette capacité de rendre ces devices accessibles à un grand nombre de personnes et à répondre à un grand nombre de demandes aujourd'hui. Et pour terminer, je vais terminer sur le point le plus vraiment fondamental quand on conçoit des robots, quand on produit des robots. En 2015, on ne peut pas imaginer mettre des robots dans la main d'un utilisateur si on n'est pas sûr à 100% que ça va se passer correctement.
En 2015, les robots, ils sont bardés de capteurs. Ça leur permet vraiment d'appréhender leur environnement et de détecter un danger s'il y en a un et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Un bon exemple de coopération entre vraiment l'homme et le robot, je pense, c'est Baxter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Baxter, on ne le voit pas très souvent à la télé. C'est un robot industriel. Bon, comme ça n'a pas l'air sexy. Pour autant, la relation dans les usines, sur les lignes de production, entre les hommes et Baxter, est très fructueuse. C'est-à-dire que Baxter, c'est un robot qui est facile à programmer par les personnels de l'entreprise. On lui apprend des petits comportements donc très répétitifs, mais bon, qui vont aider à diminuer la pénibilité au travail. Voilà, donc on parle de collaboration entre humains et robots, coopération, donc on appelle ça la cobotique, justement. Chez Aldébaran, on n'a pas non plus de souci avec le fait de mettre des robots dans les mains des enfants, voire des très jeunes enfants. On a des écoles primaires, des collèges qui possèdent des robots donc pour l'éducation, et on a même des robots pour l'éducation spécialisée. Je pense notamment à l'autisme, parce qu'on a vu que les enfants avaient d'excellentes relations, n'avaient pas d'appréhension à toucher un robot, à évoluer avec un robot et à apprendre avec lui. Et donc ça, en termes de sécurité, on rencontre aucun problème. Donc ça, c'est vraiment une condition sine qua non. La quatrième raison, on continue, et j'insiste là-dessus, les robots doivent être considérés à ce niveau comme des devices classiques, c'est-à-dire qu'on a des comprehensive platforms, ou des plateformes que je qualifierais d'adaptables. Adaptables en quoi ? On peut se réapproprier l'environnement robotique, c'est-à-dire on peut s'amuser avec, on peut jouer avec, on peut programmer avec. Donc comme tous les devices qu'on connaît, on a des API déjà. API vision, audio, langage par exemple. Deuxième chose, au global, ce marché met à disposition des développeurs, donc de vous, des SDK. Donc là, j'ai parlé de Java, Python, C++, chez Aldébaran, c'est des langages qu'on affectionne, mais c'est pas du tout exhaustif. JavaScript chez Jibo, par exemple. Voilà. La liste est pas du tout exhaustive. Si vous avez d'autres sensibilités, elles sont bienvenues et justement, elles peuvent parfaitement s'intégrer là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez réexploiter à votre guise. Les commandes de haut niveau. J'ai parlé audio, voix pour les API. Le but, pour vous, développeurs, c'est vraiment que vous puissiez vous réapproprier ça, mais que vous n'ayez pas à réinventer la roue et à reconstruire ce qui existe déjà. Ça n'a aucune utilité. Vraiment, alors c'est pas ce qu'on attend de vous, mais là où vous avez une vraie valeur ajoutée, c'est ajouter par votre expérience, par vos besoins, ce que vous voulez réellement. Donc vous n'avez pas, par exemple, à reconstituer des commandes de haut niveau pour la marche, il y a des API pour ça. Ça ne sert à rien de réapprendre le robot à marcher, il le fait déjà très bien de base, nativement. On peut penser aussi à la voice recognition, la reconnaissance de la voix, c'est-à-dire moi je parle au robot, il identifie ma voix, il sait que c'est moi, il me répond. Face recognition, reconnaissance faciale, le robot voit que je rentre dans son champ de vision, il me reconnaît, et quand il m'a reconnu, il peut déjà me nommer par exemple, et aussi me proposer du contenu adapté. La reconnaissance des émotions. Donc basiquement, quand vous faites cette tête-là, l'idée c'est de se dire, est-ce que le robot vous proposez de vous dire les informations du jour. Pour le JT en ce moment c'est un peu tendu, donc je pense pas que quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez forcément envie d'allumer la télé ou d'écouter la radio et de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc ça aussi c'est l'idée. Et de façon pas exhaustive non plus, le dialogue. Ça, les éléments de dialogue, ce sont des choses qui existent déjà et qui vous permettent de construire une relation et un discours, un échange cohérent, structuré et riche avec un robot. Donc tout ça, là, j'ai commencé à parler d'API, de SDK, je parle de contenu. Je pense que vous m'avez vu venir un petit peu à 100 mètres, ça peut téléphoner mon affaire. Mais voilà, un robot, c'est la même chose à ce niveau qu'un smartphone. Un robot qui n'a pas d'application, c'est une coquille vide. L'idée du robot, c'est qu'il doit vous proposer, qu'il soit en mesure de vous proposer le bon contenu au bon moment, en fonction de qui vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme, votre âge, du temps qu'il fait, de ce que vous aimez, écouter, manger, de ce que vous avez prévu sur votre agenda, etc., etc. Donc vraiment le contenu au bon moment, et dans un monde idéal, que ce soit le robot justement qui vous pousse ce contenu, que ce soit robot-driven, que vous n'ayez pas à solliciter le robot, vous pouvez le faire bien évidemment, mais que dans l'idéal ce soit lui qui vienne vers vous et qui vous propose ça au quotidien. J'en arrive donc à la raison numéro 3, qui est un petit peu plus facile a priori. Alors voilà, on dit il y a de l'intérêt pour la robotique, oui il y a de l'intérêt croissant pour la robotique, c'est une chose. Vous allez me dire donc que c'est facile, parce que la robotique c'est quelque chose de fascinant, il y a tout un tas de littérature là-dessus, il y a eu déjà beaucoup de films de fait. Donc oui, la robotique c'est vraiment un secteur fascinant, pour autant, on a déjà des cas de marché
qui s'intéressent de près à leur robotique et qui mettent ça en place dans leur business. Donc j'ai 4 cas, je vais passer rapidement. Le premier en haut à gauche, c'est le cas de Mitsubishi Bank. Mitsubishi Bank, c'est une grosse banque au Japon qui a installé dans plusieurs de ses points physiques là-bas un AO afin faire agent d'accueil en quelque sorte, et guider les clients. En dessous, on a BIM. Alors, je ne sais pas si vous connaissez BIM, c'est un robot de téléprésence. Donc BIM, ils ont été plutôt malins aussi sur ce coup-là, puisqu'ils ont ouvert leur premier store l'année dernière aux US, sur la côte ouest, et ils l'ont entièrement staffé qu'avec des BIM, qui étaient contrôlés à distance par le personnel. Donc le personnel accueillait via les BIM à distance les clients du magasin. Donc ça, c'est plutôt malin. On a aussi un hôtel qui va ouvrir au Japon, qui sera entièrement staffé par les robots dans quelques mois, et on a l'équivalent en Chine qui existe dans un restaurant. Donc là, j'ai parlé, voilà, vraiment différents marchés. L'hôtellerie, la restauration, la banque, les télécommunications tout à l'heure avec SoftBank, on est sur des marchés qui sont radicalement différents et pourtant qui s'y intéressent et qui trouvent des moyens d'intégrer ça dans leur business. Après, on a 2-3 petites entreprises aussi qui commencent à s'y intéresser. Bon, je vais pas faire la blagounette. Voilà, donc vous les connaissez. Quand Google vous dit qu'il rachète Boston Dynamics, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Boston Dynamics, c'est les gros robots destinés à l'armée, les Wildcat, les Big Dog qui courent très vite comme ça. Quand Google vous dit qu'il rachète Boston Dynamics, c'est pas neutre. Quand Samsung dit qu'il veut s'intéresser de plus près aux drones et construire ses robots, c'est pas neutre. Et quand Amazon, la volonté d'Amazon, c'est de livrer chez vous des colis légers, certes légers, mais par drone, voilà, c'est pareil. C'est un signal. Donc on a, pour des aspects business, vraiment les premières choses qui commencent à se dessiner et de la place à prendre également. Bon, là j'ai parlé des entreprises, puis bon, je vais aussi parler des particuliers. On a déjà commencé à évoquer ce point tout à l'heure avec Jibo et les 5000 précommandes. Voilà, a priori 5000 précommandes majoritairement pour des particuliers. Et alors le cas chez nous de Paper, puisque SoftBank a mis à la vente pour les développeurs 300 unités il y a quelques semaines qui sont parties en 1 minute. Donc autant vous dire que le bouton F5 il a eu chaud ce jour-là. Mais voilà, donc il y a un vrai intérêt de la part à la fois des entreprises et des particuliers qui sont prêts à recevoir des robots chez eux pour différents usages. Donc tout ça, ça me conduit à la raison numéro 2. Pourquoi vous devriez vous intéresser de plus près à la robotique. Excusez-moi. Fausse donne. Une raison à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que c'est fun. Programmer, développer sur un robot, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce que c'est tangible. C'est-à-dire que vous avez une idée en tête. Si vous avez quelques notions de programmation, de développement, vous pouvez en quelques minutes avoir vraiment une représentation concrète de votre idée dans le réel. Donc c'est tangible. Et imaginez aussi tout le potentiel pour des enfants qui apprendraient à programmer sur des robots. On a des logiciels qui permettent de faire ça, de programmer très simplement, même pour des enfants. Même moi, je ne suis pas développeur et je peux le faire. Donc si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Oui. Imaginez comme c'est gratifiant de voir vraiment ce qu'on a pensé se représenter dans le monde réel. Voilà, ce premier aspect tangible, c'est vraiment fondamental et c'est extrêmement sympa. Le deuxième aspect, c'est la partie émotionnelle. J'ai parlé de robots émotionnels tout à l'heure. C'est très important. On fait des machines, mais on ne fait pas des smartphones ou des ordinateurs, avec tout le respect que j'ai pour les smartphones, pour les ordinateurs bien évidemment. On fait des machines qui sont plus que ça, qui apportent quelque chose d'autre, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir jouer, vous amuser, vous allez pouvoir créer et vous allez pouvoir pousser plus loin la réflexion. C'est la partie émotion. Quand on voit la relation que peut entretenir madame avec, c'est Roméo en l'occurrence, et monsieur avec son grille-pain, je pense que les interactions elles seront radicalement différentes. Pourquoi? Pour 2 raisons. Roméo déjà, alors il a un aspect humanoïde, donc ça va vraiment aider, on a un effet de miroir, on se projette quelque part sur le robot, on lui crée une personnalité, on est un petit peu dans l'animisme finalement. La deuxième raison, elle est beaucoup plus technique, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de emotion recognition, le robot peut reconnaître des émotions. Donc il a la possibilité de savoir si la personne avec qui il est en interaction, est triste, est joyeux ou il est complètement neutre, s'il faut ou pas lui proposer tel ou tel type de contenu. Ça, vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez aller plus loin. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de fondamental et quelque chose d'unique surtout. Et la troisième raison, alors c'est pas que du papier toilette, la troisième raison, c'est la créativité. Quand on me demande, en gros, alors qu'est-ce qu'il peut faire ton robot aujourd'hui, un AO, il sert à quoi par exemple? Le robot, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire tout. Alors après, on me regarde avec des grands yeux en me disant, se moque de moi, enfin il peut pas tout faire. Non, et bien évidemment, il peut pas tout faire. On pose 2 limites. La première limite, elle est évidente, c'est la limite du hardware.
Je vois mal que ce soit Kirobo, Nao ou même Jibo faire un 100 mètres en moins de 10 secondes. Et de toute façon, ils ne sont pas conçus pour ça. Donc ça n'a pas d'intérêt, de toute façon, c'est pas possible. Je vois mal aussi Pepper monter les escaliers avec ses roulettes. On peut toujours essayer, mais à mon avis, ce serait perdre pas mal d'énergie pour rien. La deuxième, on va dire le deuxième frein, qui est un frein sans en être un, c'est la créativité. C'est-à-dire, vraiment, c'est un frein qu'on se pose soi-même en fonction de ses expériences, de son vécu et de ses compétences. Et basiquement, si vous avez envie demain que votre robot apprenne des langues étrangères à vos enfants, c'est possible. Si vous avez envie qu'à 16h, le robot, alors que vous êtes au travail, baisse vos rideaux, enfin vos volets roulants par exemple, ou demande à l'aspirateur de nettoyer, le salon, c'est également possible. Si vous avez envie d'en faire un coach sportif, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est possible aussi. Je ne sais pas s'il y en a aussi qui font du GN, qui connaissent le GN parmi vous. Si vous avez envie de faire du robot votre maître de jeu pour une partie, enfin voilà. Donc on a plein de cas possibles. C'est up to creativity. Vraiment, c'est ouvert à la créativité totalement. Et il n'y a pas de limite, ne serait-ce que le hardware est celle que vous allez vous poser vous-même. Comprenez le fun. Et j'en viens donc à la dernière raison, et qui est finalement la première, et qui est somme toute la plus pragmatique. C'est la raison business. Je l'ai évoqué à de nombreuses fois durant cette présentation, par plusieurs use cases, le fait que des marchés s'intéressent déjà à la robotique. Il y a un business pour ça, et pour vous, le business, il se niche, au niveau des applications. Comme Google a son Play Store, l'Apple a son App Store, il y a aussi des stores d'applications, pour la robotique, avec la possibilité de développer des applications pour le B2C. C'est une première chose. Et également pour le B2B, parce que Mitsubishi Bank, qui accueille des robots dans ses locaux, ou même Darty, qui a fait ça récemment, qui a intégré des Nao aussi dans ses magasins à plusieurs reprises depuis la fin de l'année dernière, ces deux entreprises-là ont des besoins d'application précis. Le robot n'aura de sens et d'intérêt que dans un contexte, s'il propose le bon contenu à nouveau au bon moment. Là, j'ai mis l'exemple d'une autre entreprise que vous connaissez tous, c'est Nescafé, et qui s'est dit que pour vendre ses machines Dolce Gusto, on fait plein de pubs là, pour vendre ses machines à café, ça pourrait être sympa d'acheter des papers, d'acquérir des papers et de proposer à ces papers tout un tas de contenus permettant, par exemple, on peut imaginer des applications, dis-moi quel café tu aimes et je te dirai quelle machine à café te correspond. Donc voilà, donc c'est exactement ça. Ça, c'est un use case extrêmement précis. Et là, on peut imaginer qu'il y a 1 million de besoins pour 1 million de configurations, pour 1 million d'institutions et d'entreprises différentes. Et puis oui, je suis Hamas Guru, forcément. Et je conclurai sur quelque chose que vous devez connaître, à mon avis, si vous avez déjà poussé des applications sur des stores. C'est les analytics, on ne réinvente pas la roue, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a également des analytics pour les applications robotiques, qui vont vous permettre de savoir si votre application a besoin d'être mise à jour, d'être repushée, par exemple. Si elle a été beaucoup téléchargée, installée, désinstallée, si dans les faits elle est vraiment utilisée par les personnes. Et les 5 points, le retour de la vengeance, je pense. Donc un robot aujourd'hui, ce que vous devez garder en tête, c'est que c'est fiable. Ça pose pas de soucis, ça ne représente pas de danger d'être en interaction aujourd'hui avec un robot. C'est accessible. Vous pouvez vous réapproprier cette technologie, l'adapter par rapport à vos besoins et à votre créativité. C'est également ce qu'on appelle, entre guillemets, le next big thing. On dit généralement que la robotique, ce sera la prochaine révolution après la révolution de l'informatique. Personnellement, je pense que c'est vrai. En dehors de toute considération de travail professionnel, je pense que c'est vrai. J'en suis convaincue. C'est fun, on l'a vu, et puis surtout, voilà, keep calm and do the robot rock. Merci beaucoup. Merci.